Et donc, je vais proposer à Daniel Lebègue, à Jean-Louis Mullenbach, donc de venir me rejoindre sur scène, toujours sur la thématique de la gouvernance d'entreprise, euh, puisque on va y venir. Vous avez engagé un travail audacieux de positionnement de la gouvernance d'entreprise française. Donc, je le rappelle, et vous le connaissez tous, donc Daniel Lebègue est président de l'IFA et de l'ORS. Jean-Louis Mullenbach est vice-président de l'Association des experts comptables. Alors on vient de le voir, la gouvernance française est un peu chahutée. Elle n'est pas chahutée uniquement sur son territoire, elle est chahutée et évaluée de façon souvent très sévère par les publics financiers sur la scène internationale. Souvent on considère qu'elle est en retard, qu'elle est dirigiste, qu'elle est protectionniste, qu'elle est consanguine, qu'elle est de droit divin. Je crois que j'ai fait une liste assez exhaustive. Alors vous avez pris l'initiative avec Paris-Île-de-France Capitale Économique, l'IFA, que vous présidez, le soutien de Paris Replace, et puis les professions du chiffre que vous représentez. Jean-Louis, vous avez pris l'initiative de contrer ces stéréotypes, c'est courageux, en produisant un document en version anglaise qui va d'ailleurs paraître très prochainement. Alors avant d'aller sur les sujets qui fâchent, on va déjà parler des atouts que vous avez identifiés, les principaux atouts que vous identifiez justement de ce modèle de gouvernance en France par comparaison avec les modèles de gouvernance sur la scène internationale. Oui, merci Caroline. Je voudrais peut-être dire un mot sur l'origine de cette initiative. Pourquoi avons-nous pensé utile de publier un guide pratique sur l'état de la gouvernance des sociétés cotées en France? Alors, nous sommes en septembre 2011 et réunis à Paris l'International Corporate Governance Institute. Il y a plus de 500 investisseurs internationaux et il y a une table ronde sur la gouvernance d'entreprise, les pratiques de gouvernance d'entreprise en France. Bon, nous étions un certain nombre de speakers français à répondre à l'auditoire et on a été évidemment très frappés, et ça n'est pas leur responsabilité, c'est la nôtre en tant que place, par la vision, l'approche qu'ils avaient de l'état de la gouvernance d'entreprise en France, qui était une approche très datée. Oui, la gouvernance d'entreprise était comme cela au début des années 2000 en France, mais aujourd'hui, elle n'est plus du tout comme cela. Voilà. Et on s'est dit, il faut simplement, dans un document, indiquer quel est l'état des pratiques, des réalités de la gouvernance d'entreprise dans notre pays. Et ce qu'il en ressort, nous semble-t-il, c'est que la France se situe bien par rapport aux standards internationaux en la matière. Et dans certains domaines, mieux que bien, nous sommes, comme on le dit parfois dans d'autres registres, nous sommes au meilleur niveau de l'art. La composition des conseils. Qui sait que c'est en France, en Europe, qu'il y a dans les conseils la plus forte proportion d'administrateurs indépendants, une des plus fortes proportions d'administrateurs étrangers, un quart, et maintenant, après la Norvège, je vous l'accorde, la plus forte proportion de femmes administrateurs. Voilà une performance française qui est largement méconnue, nous semble-t-il. Je donne un autre exemple, et Jean-Louis peut-être y reviendra. On a regardé la qualité, la densité de l'information financière que les sociétés donnent à leurs actionnaires et au marché, les documents de référence. Bon, d'abord, ils n'ont plus rien à voir avec ceux qu'on publiait il y a 10 ans. On a enrichi de manière formidable l'information. Mais deuxièmement, sur certains chapitres très importants de la gouvernance d'entreprise, la gestion des risques, la rémunération des dirigeants, le travail des conseils d'administration au travers du rapport du président, bon,
On a regardé ça à Bruxelles avec nos homologues, instituts, administrateurs européens. Je vous le dis très simplement et sans détour, en termes de précision, de qualité de l'information fournie par nos sociétés cotées, on se situe vraiment au meilleur niveau en Europe. Voilà 2 exemples illustratifs de ce qu'on voudrait partager, faire partager aux investisseurs internationaux. Alors moi, je trouve que le tableau est idyllique, Daniel. Alors j'ai quand même envie de vous poser quelques questions. Par exemple, il y a un sujet dont on parle quand même assez régulièrement, c'est le cumul des mandats entre des présidents, directeurs généraux, présidents du Conseil, directeurs généraux. C'est quand même un peu une exception française. Est-ce que ça fait partie des meilleurs standards de gouvernance sur la scène internationale? La réponse est non. La réponse est non, c'est un des domaines où la France a, à l'évidence, des progrès à faire dans beaucoup de pays. En Europe, en Amérique du Nord, le standard est devenu, pour un dirigeant exécutif, pas plus de 1 mandat ou, à la limite, 2 mandats d'administrateur dans des sociétés extérieures. Bon, donc il faut qu'on aille dans cette direction. Mais depuis 2 ans, regardez les nominations dans les AG 2011-2012, il est frappant de constater que là où on nommait à 90% des dirigeants ou d'anciens dirigeants, aujourd'hui, on a inversé la proportion. On nomme 10% de dirigeants ou d'anciens dirigeants et 90% d'autres administrateurs présentant d'autres profils, d'autres expériences. C'est très bien. Donc l'évolution, là aussi, je crois, se fait dans le bon sens. C'est votre avis également, Jean-Louis? Oui, Caroline, déjà je voulais montrer, Monsieur le Président, le document qui va être mis sur les sites en français et en anglais, qui va être mis sur les sites des partenaires. Je voulais aussi remercier Marie-Ange Andrieux, présidente de la Commission internationale de l'IFA, qui a dirigé ces travaux, qui a fait vraiment un travail épatant. Et je pense qu'on arrive à un document d'une grande qualité. Et c'est un document qui n'est pas langue de bois. C'est vraiment, on a essayé de dresser un tableau réaliste de la gouvernance en France. Alors justement, si on n'est pas langue de bois, on a un État qui objectivement est qualifié, là encore sur la scène internationale, de ultra-interventionniste, qui légifère quelquefois, on peut dire de façon un peu intrusive, en tout cas c'est perçu comme tel. Est-ce qu'en matière de gouvernance d'entreprise, on peut considérer que là encore, il y a un peu un empiètement de l'État sur le mode de fonctionnement? Eh bien, là aussi, il y a une idée qui nous semble ne pas correspondre aux réalités. Les pratiques et l'évolution des pratiques de gouvernance d'entreprise en France comme ailleurs en Europe résultent à 90% des recommandations professionnelles du code AFEP-MEDEF, des recommandations de l'AFG, des recommandations de l'IFA et d'autres. C'est l'essentiel. Et le législateur, oui, il est intervenu dans 2 domaines en France. Un, pour assurer de la transparence ou une meilleure transparence, notamment sur la question de la rémunération des dirigeants. Donc, oui, on a légiféré plusieurs fois là-dessus. Bien, c'était mal de le faire. Simplement, je constate qu'aujourd'hui, la transparence, elle est acquise en la matière en France, et l'Allemagne, notre grand partenaire, notre modèle, qui lui n'a pas légiféré, on ne connaît toujours pas de manière précise la rémunération des dirigeants d'entreprise en Allemagne. Bien, donc, dans le cas d'espèce, je pense que le législateur ou l'autorité de marché, l'AMF, a fait plutôt œuvre utile. Et puis le deuxième domaine dans lequel on a légiféré, mais nous et nos partenaires aussi en Europe, c'est celui du droit des actionnaires. Mais ça, on est obligé d'en passer par la loi. Dès lors qu'on touche au droit de propriété, je suis désolé, les recommandations professionnelles ne suffisent plus. Il faut faire du droit positif. Et on l'a fait plutôt pour conforter, renforcer les droits et les modalités d'exercice de leurs droits par les actionnaires. C'était utile.
Moi, je trouve que c'est vraiment remarquable en France, d'ailleurs, que les sources de la gouvernance, ce soit essentiellement de la soft law et des bonnes pratiques. Il n'y a pas beaucoup de domaines où on pourrait en dire autant dans notre pays, et on arrive finalement, au bout des années, et on partait de très loin, il faut le rappeler, on arrive à un ensemble de bonne qualité. Alors, autre sujet également important, c'est la protection des capitales avec en droit français, donc les BSA, qui est souvent aussi assez controversé. Est-ce que ça, c'est également une pratique de bonne gouvernance? Alors, on a regardé aussi, en termes de benchmarking, les droits de vote double ou les droits de vote multiples. Parce qu'on a eu beaucoup de questions à la réunion de l'ICGN là-dessus. Bon, le paysage européen, c'est pas compliqué. Les droits de vote double, les droits de vote multiples existent dans tous les pays de l'Union européenne, et ceux qui en font l'application la plus systématique, ce sont des pays qu'on présente souvent comme des modèles en matière de démocratie actionnariale. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Suisse. Voilà, en Europe, les 3 pays qui utilisent le plus les droits de vote multiples. Oui, nous aussi, les 2/3 de nos entreprises utilisent bien. Mais là aussi, en termes de benchmarking, je crois qu'il ne faut pas battre notre coulpe quand il n'y a pas matière à le faire. Bien. Alors, on a eu ensuite, dans cette table ronde, une rafale de questions sur les bons bretons. L'utilisation des bons bretons en France. Une société peut ou pourrait, en période d'offre, organiser sa défense, ériger sa muraille de Chine en émettant des bons, en diluant les actionnaires au travers de l'émission de bons. Je reconnais que la technique des bons bretons est un peu inhabituelle, y compris dans notre droit à nous. Mais il faut savoir aussi que l'utilisation qui en est faite a été extrêmement marginale. Je ne sais même pas si en 2012, vous le savez peut-être Caroline, il y a eu une seule autorisation demandée aux assemblées générales pour émettre des bons bretons en France. À vérifier, à mon avis, il n'y en a eu aucune. Donc, bon, arrêtons de nous faire peur avec des fantômes, des choses qui n'existent pas. En plus, il faut rajouter qu'en matière, à chaque fois que vous avez en France une offre publique, une opération qui peut générer des conflits d'intérêts, qui peut générer un problème d'égalité entre les actionnaires, vous avez nomination d'un expert indépendant, que les entreprises utilisent très largement ces textes. On a vu beaucoup de retraits obligatoires de la cote, par exemple, qui ont été refusés, évidemment les cours étaient au plus bas, qui ont été refusés parce qu'il y a des experts indépendants qui intervenaient, l'AMF qui donnait une décision de conformité et la possibilité derrière d'un appel. Il suffit d'avoir une action en France pour faire un appel, pour aller à la cour d'appel. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation de ce document. Moi, je réitère ce que je dis. Très courageux, très nécessaire aussi, puisque c'est important quand on fait bien de le faire savoir. Ce n'est pas moi qui dirais le contraire dans mon statut d'expert en communication. C'est important de le faire savoir en France, c'est important de le faire savoir sur la scène internationale, et puis c'est important aussi de se positionner, de continuer à se positionner par rapport aux meilleures pratiques et de devenir, en tout cas d'ambitionner de devenir à terme parmi les meilleurs. Donc sur le plan international. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on peut là encore applaudir et Daniel et Jean-Louis pour leur intervention et pour leur ouvrage, ainsi que Marie-Ange Andrieux, parce que c'est effectivement vraiment une initiative particulièrement intéressante et nécessaire.